Il y a quoi dans ce paquet? Rien. Tu sais, j'aime plus trop les paquets, hein. La dernière fois, ça m'a pas plu. Bah, il y a une boîte de vitesse. Mais on l'a fait il y a 2 semaines, ça. Hmm. On est quel jour? Non, non, tu dois te gourer. Non. On n'est pas sur la bonne vidéo, là. Mais pourquoi? On en a déjà 2. L'autre a été naze. Oh. Faut tout recommencer? Ouais. Bon. Allez. Donc, après avoir montré mes 2 boîtes, tous les éléments à un professionnel, il m'a clairement dit c'est de la merde, moi je remonterai pas ça dans une bécane. Vous pouvez lui demander d'être plus précis. Donc, pourquoi? Eh ben, moi je regardais essentiellement les crabaux ici, l'arrondi qu'il peut y avoir ici. Mais en fait, il me disait que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est à l'intérieur du pignon, ici. Je sais pas si tu vois, hein, ça doit être tout flou pour toi, mais ici, normalement, c'est des arêtes nettes dans le pignon, et là, moi, elles sont arrondies. Et c'est plus ce côté-là qui fait sauter les vitesses. Et ce qui faisait aussi mon bruit quand j'étais en neutre, c'était ça frottait, les fourchettes, elles éloignaient pas assez les pignons, ça touchait, ça faisait clac, 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 clac. Et du coup, grâce au groupe Facebook et aux amoureux des CBR des années 90, j'ai réussi à trouver une boîte complète qui est en parfait état, mis à part une petite marque sur une fourchette, pour 60 €. Donc une boîte de vitesse à 60 €, c'est cool. C'est cool. Ça, c'est du fric bien claqué. Regarde le beau cadeau de Noël que je me suis fait. 2 beaux plateaux en alu, fabrication chinoise, d'une qualité incertaine. Donc là, on va trouver les meilleures pièces de chaque boîte, vu que maintenant j'ai 3 boîtes. Et tu vois, la petite marque que je disais, c'est ici. Donc cette fourchette-là, on va la remplacer par une autre qui est en parfait état. Oh merde. Quand les fourchettes n'ont pas le même numéro, ça veut dire quoi? Ouais, c'est n'importe quoi les chiffres. Pourquoi il y a des chiffres différents à chaque fois? C'est quoi? On va faire comme si on n'avait rien vu. Pourquoi c'est pas les mêmes numéros? C'est quoi? Je dirais que celui-là est un tout petit peu mieux que celui-là, mais vu que celui-là il allait avec tout le reste, je vais garder celui-là. Bon, on attaque le remontage. Comme ça va être assez long, et je vais passer du temps sur la RMT ou à mon ordi à regarder la vidéo de démontage, on va tout faire en accéléré comme la dernière vidéo, et je te prends dès que je galère. Bon, tu vois, c'était pas bien long. Au démontage, j'ai cette pièce qui est tombée du carter. Donc, je suis pas certain d'où elle était. Elle peut être soit là, soit à l'avant, il y a une rainure dans l'autre carter. Du coup, sur la RMT, j'ai fouillé et c'est très bien expliqué. Ils mettent présenter les 2 arbres en même temps. Bon, moi je l'ai fait un par un. La rainure sur la cage de roulement extérieure de l'arbre secondaire vient coiffer le segment. Donc ça, c'est un segment. Après, il te parle de la goupille, donc ce que j'appelais le téton. Donc ça, hop, le téton ici et le segment ici.
recommence. Il y a un truc qui croustille, ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est beau, c'est beau. Allez, on va fermer le carter. Donc là, je vais mettre de la pâte à joint partout où il faut. Et après, on ferme. Et si je me foire, faut ressortir le carter, ressortir les arbres, nettoyer et recommencer. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ceci n'est pas un tuto. Pour rappel, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Et celui dans les commentaires qui dira ah là t'as mis trop de pâte ou t'en as pas mis assez ou là fallait pas en mettre, bah il aura raison. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. Allez. Bon, maintenant, avant que la pâte à joint sèche, il faut mettre les vis et les serrer. Ça, si tu le fais pas, bah, tu vas rompre ton joint. Donc, j'ai tout préparé à l'avance. Quelle vis faut mettre en premier et le couple. Et il faut convertir le couple. Merde, j'ai pas noté celle-là. Je vais l'oublier. Tu vas voir, je vais l'oublier. Tu mettras dans les commentaires. C'est bon, il n'y a plus rien. Quand tu remontes un moteur, c'est pas comme un meuble Ikea. Hein. S'il te reste des vis à la fin ou des rondelles, c'est que t'es dans la merde. Bon bah étonnamment ça s'est très bien passé. J'ai même pas eu de problème à rentrer le carter. Je me disais va falloir jouer dessus et tout, mais non. Peut-être après quand je ferai le montage vidéo, je verrai le circlips qui se barre ou un détrompeur qui est pas là. Enfin bon, un truc comme ça. Mais pour l'instant, donc là le carter est fermé, jointé. Toutes les vis sont serrées au couple. Et je voulais te montrer un truc d'ailleurs. Tu vois, il y a des petits triangles là devant les vis. Et je me suis dit, il y a vraiment, ils nous prennent pour des débiles, quoi. Enfin, s'il y a un trou, forcément, il y a une vis. Et non, en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les endroits où il y a un triangle, il y a une rondelle avec la vis. Voilà. Et en même temps, je vois ça, là, je me dis, waouh, il me reste ça à faire aussi, hein. On peut remettre le moteur sur le dos et puis après, on finira de remonter axe de sélecteur, le tambour, les fourchettes. Là, ça va être plus puzzle.
Alors étonnamment, mon axe de sélecteur est en meilleur état que celui qui était dans la boîte, qui est mieux. Les cannelures là, moi, sont un petit peu abîmées, mais pas trop. Tandis que là, il y en a qui sont carrément... Enfin, c'est moins joli, quoi. Donc sur la RMT, ils disent avant de tout fermer et de passer à autre chose, faut vérifier que toutes les vitesses passent bien. Donc là, si je suis tout en bas, je dois être en 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un doute. J'ai pas envie que ça tombe au fond du moteur. Un peu de frein filet, ça peut pas être mauvais. Installation de la première pièce neuve de la moto. Waouh! Alors oui, je vais pas mettre de pâte à joint. J'ai envie d'essayer. Il n'y a pas de plan de joint qui traverse le carter, donc je me dis que c'est bon. Et puis au pire, bah, je rachèterai un joint, ça me coûtera une vidange et c'est pas bien grave. Est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Ça fait beaucoup. Ah. Je peux pas le freiner là, c'est exactement au même endroit qu'avant. Quand on est là, t'es content. Tu t'es dit que t'as fait le plus dur.
t'as plus qu'à remettre les trucs qu'il y a dans les carters, les mesurer si tu veux avoir bonne conscience, nettoyer les plans de joints, mettre les joints et mettre les carters. Sauf que moi, je peux pas en mettre un seul. Il y a à chaque fois quelque chose qui va pas. Sur celui-là, l'écrou il a été maté et complètement arraché maintenant, donc faut que j'en rachète un. Lui, le câblage, il était défoncé, j'ai été obligé de le refaire. Et ici, c'est mangé, donc je l'ai remonté pour pouvoir dévisser ça, que ce soit plus facile, et puis on va devoir réparer les rayures, le mastiquer et le repeindre. Et le carter d'allumage, tu vois, il est bien rayé. Donc lui, je m'étais dit, pareil, hein, on mastique, on repeint. J'allais sûrement perdre le Honda, mais c'est une pièce qui est quasiment introuvable et qui est clairement introuvable en très bon état. Donc de toute façon, rayé pour rayer. Sinon, j'aurais pu mettre un cache en carbone dessus, en protection. Donc je me dis, je vais regarder celui-là de plus près. Et en le regardant de plus près, pareil, j'ai trouvé une boursouflure ici dans le câblage. Donc j'ai commencé à dépioter et là, carnage quoi. Donc j'ai refait le câblage au propre. Et puis la cosse qui était aussi cramée un peu, j'ai tout refait des deux côtés du faisceau. Et du coup, en démontant le stator, la bonne surprise, c'était de voir que ici, c'est fêlé. Donc en fait, ça correspond à l'endroit où c'est le plus marqué de l'autre côté. Mais donc c'est des fêlures qui sont traversantes là. Donc on va changer le carter. Donc là, j'ai remis le carter parce que je vais devoir ouvrir la trappe de visite. Donc c'est de l'alliage, hein, tout ça, donc c'est pas très résistant. Donc tu vois que les arêtes, elles sont déjà marquées. Et la petite astuce que je te donne, c'est que dans tes jeux de douille, souvent c'est du comme ça, je sais pas combien il y a de pans, mais bon, tu compteras. Et donc si tu as la possibilité, essaye de trouver des douilles 6 pans. Il y en a 6 ou 8. 6 pans. Moi j'ai une clé à choc et du coup dessus c'est du 6 pans. Donc là ça va moins forcer sur les bords et ce sera mieux pour tout le monde, pour moi et pour lui. Si je m'énerve, ça va se finir à coup de masse et t'as vu ce que ça fait quoi. Bon, j'ai reçu ma nouvelle pièce neuve d'occasion, à peine rayée. Donc ce sera déjà largement mieux que celle d'avant, hein, mais donc elle est pas mal attaquée, le A est touché aussi, on verra ce que ça donne. Donc je l'ai déjà dégraissée et on va la restaurer. Première étape, sablage. Alors oui, c'est trop bien une sableuse. C'est hyper satisfaisant. Comparé à un décapage mécanique ou chimique, là, tu prends ton pied, quoi. Bon, je sais pas si ça filmait, donc je redis. J'ai utilisé ça traînait au fond d'un tiroir. Donc, vu que c'est que des petites retouches à droite à gauche, je finis ça. Après, t'inquiète pas, j'ai un plus gros pot pour de plus grosses réparations, si tu vois ce que je veux dire. « 12 heures plus tard, c'est bien sec. On n'a plus qu'à penser à faire un peu de sculpture. À mon avis, le A, on va pas bien le récupérer. Ça va peut-être devenir une onde. On passe en niveau bijouterie. Mais ce côté-là, c'est le côté qui est le plus penché quand tu béquilles la moto, donc le côté qui se voit le moins. Voilà, je me dis ça pour me rassurer. C'est long et chiant. Ou chiant et long, je sais pas.
Oui, selon mes années d'expérience, le sablage c'est bien, ça enlève bien la peinture et tout, ça te met le métal à nu. Mais par contre, donc moi je reponce un peu. C'était très long, c'était très long. Je résume. Si tu sables, tu ponces après, même si c'est propre. Sinon ça fait du grain dans la peinture, c'est pas joli. Voilà. Moi, je vais la peindre rapido la moto. Hein. Je vais pas aller dans le détail. Donc déjà tout ce qui est en dessous, je vais pas trop le poncer. Mon astuce beauté pour les réparations à l'arrache, c'est de passer un petit coup de bombe sur les parties que tu as réparées. Comme ça, tu verras tout de suite au séchage s'il y a des rebords, des trous, des bosses, des endroits que tu n'as pas réparés. Voilà, ça évite que tu peignes toute ta pièce et que tu t'en rendes compte et que tu doives tout refaire. Voilà, on laisse sécher, on ponce et puis suivant ce qui apparaît, on saura où on en est. 5 minutes après, verdict. Là, il nous reste 2 petits trous. Là, ça au ponçage, ça devrait aller. Le rond est presque rond. Peut-être revenir un peu là, un peu là. Et là, il y a un peu une rive. En ponçant, ça partira. Et sinon, tout ce qui était là, ça va. C'est franchement très correct. Vu d'où on partait, c'est très correct. Ce carter aurait pu s'identifier comme une jante. Parce que la peinture jante, elle résiste un peu à la chaleur, elle est brillante, un peu pailletée, donc c'est plutôt sympa comme rendu. Mais ils font aussi une résistante à la température qui est brillante, enfin qui est satin on va dire, donc elle est pas mal. Donc je vais utiliser celle-là. Selon mon cahier des charges, cette pièce est parfaitement préparée pour recevoir de la peinture. Peinture. Bon, on est pas mal. Alors oui, c'est pas la même couleur que l'origine, mais la couleur d'origine, c'est impossible à trouver. Et vu que ma moto, elle est comme ça, et ben ça ira bien avec. Donc j'en ai profité pour réparer les autres. Bon, ici, il y a encore une petite rayure, mais il y avait une grosse rayure avant, donc c'est mieux. Et ici, bah, c'était rayé aussi, ici et le coin. Donc c'est mieux. On va pouvoir remonter tout ça là-dessus. Mais maintenant, c'est lui qui fait dégueulasse. Ah. Alors, je l'ai pas mal dégraissé, nettoyé autant que j'ai pu, hein, mais à l'avant, c'est pas super. Bon, après, tu me diras, ça se voit pas. Il y a le collecteur, c'est caché dans la part des carénages, le radiateur. Connais l'histoire du pauvre débile qui serre son écrou de noix d'embrayage beaucoup trop fort. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur 160, mais c'est 130. Donc j'ai 30 newtons en trop. Donc
130, bordel. Ah. Oui, ça tombe pile à côté. On va dire que ça ira. Alors ils disent enduire tous les disques d'huile moteur neuve. Bon, on va prendre de la bonne huile, hein. On lésine pas sur la qualité. Monter en fond de noix le dispositif de progressivité. Alors ça, tu vois, je l'avais même pas vu, quoi. C'est un truc qui est resté collé dessus au fond, là, qui fait un angle. Voilà. Et après, ils te disent, puis la rondelle concave, sa partie concave tournée vers le fond de la noix. Alors concave, ouais. Enfin, ça dépend dans quel sens t'es, hein. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Comme ça. Je la remettrai dedans après. Alors clairement, les disques garnis, ils sont bons. J'ai mesuré, on est à 3 mm. Par contre, les disques lisses, lui, il a une belle marque. On va voir après. Ils sont bien colorés et je suis pas certain que ce soit bon. Ça veut dire que ça a ciré, ça a chauffé, ça. Alors, je vais pas les changer pour l'instant. Voilà, je sais que c'est une erreur, mais j'aime faire des erreurs. Puis de toute façon, il y a 8 chances sur 10 que je sois obligé de réouvrir parce qu'il y a un problème, donc j'en profiterai à ce moment-là pour faire une nouvelle commande. Ouh, il est pas beau, lui. Ils disent pas à combien faut serrer les vis de ressort d'embrayage. Bon, en même temps, même si c'était écrit, t'as vu, je suis capable de me gourer, donc... Et si tu te dis que c'est une idiotie de pas avoir changé les disques lisses ou autre chose, bah sache que tu as raison, parce que même quand j'essaye de faire bien les choses, c'est-à-dire j'ai commandé les joints SPI pour remplacer celui-là, pour remplacer ceux en sortie de boîte, pour remplacer ceux de la tige du sélecteur, je viens de les retrouver ce matin et ils sont dans une enveloppe. Donc même en anticipant, j'ai acheté les pièces, je les ai reçues, je les ai rangées, et au montage, je les ai oubliés. Il me manque une vis. Putain. Comment il peut me manquer une vis? Toi, t'es qui, toi? Ça a l'air d'être ça. Bien sûr, je la récupère. T'es fou, toi?
Voilà, maintenant on a un moteur à moitié joli. Ça pourrait faire une belle décoration pour une table basse, mais il nous reste du boulot pour le remettre en route. Tant que le moteur est sorti, on va en profiter pour vérifier le jeu aux soupapes. Alors ça sert à rien que je te le filme, parce qu'il y a un mec qui l'a fait très bien, donc je te mets le lien en description. Et moi d'ailleurs, je vais utiliser sa vidéo pour faire mon jeu. Donc on se retrouve quand j'ai fini, et on verra les valeurs que j'ai relevées. Alors j'ai bien fait de le faire. Donc à l'échappement, là on a les cylindres. À l'échappement, on devrait être entre 0,19 et 0,25. Et là on est très souvent à 0,26 et au plus petit 0,23. Donc je vais pouvoir tout baisser, viser le 0,20, 21. Et à l'admission, on doit être entre 0,16 et 0,19. Alors on est soit très bas, soit un petit peu plus haut. Voilà, il y a du calage aussi à faire là-dessus. Donc c'est parti pour une commande de pastilles. Ma deuxième commande de pastilles est arrivée, je les ai montées, serrées, j'ai repris le jeu aux soupapes et j'ai des petites choses qui vont pas, donc je vais voir si je peux en intervertir ou revenir à celle d'origine, en espérant que j'ai pas besoin de faire une troisième commande. Bon, j'ai pas été très futé sur ce point-là, parce que si tu as que 3 dixièmes de marge, ou millième, j'en sais rien, de marge entre le mini et le maxi, quand ta pastille, tu la changes de 5 millièmes, bah tu dépasses la cote, quoi. Donc quand elle est au bord de la cote, en fait, c'est bon. Et si tu rajoutes une pastille de 5 millièmes, bah forcément, t'éclates la cote. Petite astuce que j'avais pas fait au premier démontage des cams, c'est de marquer l'emplacement de la chaîne par rapport aux arbres. Comme ça, là, quand tu remontes, c'est bon, c'est calé direct. Tu vérifies, hein, mais au moins la chaîne est calée par rapport aux arbres. Comme quoi, ça a du bon de lire un peu. Moi, j'ai fait tout ça sans lire le manuel. Et là, je regardais le couple de serrage des vis, là. Et ils disent qu'en fait, il faut suivre l'ordre indiqué sur les paliers. Et je fais quoi? En fait, c'est ça les chiffres. Il faut commencer par cette vis-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est écrit dessus, quoi. Quand je parle face caméra, c'est que c'est grave. Tu te souviens de ça? Eh ben, il vient de m'arriver la même chose, mais avec la vis qui va là. Donc dans la culasse. Je ne suis pas heureux. Proprement, il faudrait tout démonter, percer, mettre un insert fileté et remettre la vis. Mais déjà, j'ai pas envie de tout redémonter, percer, mettre un insert et puis tout remonter. Et j'ai testé avec une vis qui fait 2-3 mm de plus et elle arrive à mordre au fond. Donc j'estime qu'il y en a 9 qui tiennent le palier. C'est pas la 10e ici qui va changer la vie de la moto. Donc on va mettre celle-là avec un peu de frein filet. Et puis de toute façon, je pense que c'est le dernier jeu aux soupapes de cette bécane. Et en plus, ces vis-là, je les ai jamais serrées au pétard. T'aurais pu te dire, ouais, à force de les visser au pétard, du con, bah voilà, t'as tout niqué. Mais non, celle-là, je les avais jamais mises. Donc, et étrangement, celle-là, enfin celle d'origine, est plus courte que celle-là. Je sais pas. Bref, ça ira. Et puis sinon, je serai dans la merde plus tard, et puis voilà. J'aurais bien cherché. Alors une autre réparation que j'ai à faire, c'est de remplir ce trou avec du bicomposant. Et puis après, je viendrai repercer, insérer un filet à rapporter. Et comme ça, je pourrai enfin attacher le moteur au cadre.
C'est naze comme plan. Alors je suis plutôt confiant sur ma réparation parce que la vis ça s'insère ici, mais c'est pour supporter le poids du moteur, donc c'est une force par cisaillement. Donc la force de serrage de la vis, elle importe peu. C'est pour éviter que le moteur il descende. Et de toute façon, de l'autre côté, ça peut être traversant. Donc au pire, si ça rate, mais j'en doute vu que je suis un professionnel, donc si ça rate, bah, je traverse. Enfin, de toute façon, je traverse. Je mettrai un écrou de l'autre côté. Hein. Je suis presque sûr que de poncer avec un moteur ouvert, c'est pas une bonne idée. Mais bon, dans le doute. C'est la merde, quoi. Qu'on en finisse. Bon travail! Dégueulasse. Donc parmi les nombreuses erreurs que j'ai commises, il y a celle de ne pas être allé jusqu'aux soupapes. Elles sont pleines de calamine et j'aurais pu y accéder, j'avais plus énormément de choses à défaire. J'aurais pu vérifier l'étanchéité des soupapes, l'état des joints de queue de soupape, l'état des sièges, tout ça. Et décalaminer donc les soupapes et les conduits. Mais j'ai la flemme. Ce moteur, a priori, il a 60-70 000 km au vu de l'état de l'embrayage. Et donc là, ce qu'on va faire quand même, c'est on va essayer de nettoyer les conduits et les soupapes sans les démonter. J'ai vu une présentation de produit par un célèbre youtubeur qui présentait une bombe à pulvériser dans les conduits et il dit que ça marche hyper bien. Donc on va essayer. On va voir si c'est magique. Et une fois qu'on aura fait ça, ce sera fini. Donc le produit que je vais essayer, c'est ça, Petrol Intake Pro. Donc moi je vais pulvériser ça directement dans les conduits, sur les soupapes. Alors je vais faire gaffe que la soupape soit fermée, et parce que je ne sais pas si ça dissout ou si ça décolle. Si ça dissout, bah ça ira, mais si ça décolle, il faudra que je vienne aspirer après la merde qui sera au-dessus de la soupape. J'ai pas envie que ça retombe dans le moteur. Donc voilà, on va tenter ça. Je te mettrai un lien dans la description si ça marche. Si ça marche pas, c'est un autre truc qui va brûler dans mon jardin. Je vais faire gaffe, ils disent que ça mange la peinture. Ouh, ça décolle. Bon écoute, ça n'a pas l'air magique, mais en tout cas ça te décolle à fond. Et après tu passes avec une petite brosse. Bon, en conclusion, c'était pas un produit miraculeux. Ce qui a le mieux marché, c'est un chasse-goupille. J'ai gratté dedans, ça faisait tomber des morceaux, je pulvérisais, je soufflais, j'aspirais, j'ai recommencé plusieurs fois. Et c'est vachement mieux. Après une inspection méticuleuse du contrôle qualité,
ils ont trouvé ça tout à fait magnifique. Bon, j'estime en avoir terminé avec le moteur. J'ai fait ce que j'ai pu dessus. J'aurais pu aller plus loin, mais c'était pas le projet. Donc le moteur est terminé. On va pouvoir passer à d'autres pièces. Je te mets des liens dans la description. 2 autres chaînes YouTube que j'aime bien regarder. Alors il y a Mécanique ta mère, qui est spécialisée en mécanique de précision. Et tu as RRC Restauration, qui lui, il va restaurer des bécanes de A à Z. Même la plus petite vis, il va la rénover, la restaurer nickel. Et pense à t'abonner et à activer les notifications. Comme ça, tu seras prévenu quand il n'y a pas de vidéo qui sort parce que j'ai une galère. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a plein d'autres choses. Dégage. Putain de pierre.